On est en 1532, et il y a quelques années de ça, Christophe Colomb posait le pied sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique. À l'époque, ça en fait rêver plus d'un, et des rumeurs circulent. On dit que ce nouveau monde regorge de richesses. Francisco Pizarro fait partie de ces gens-là. À 50 ans, il quitte son job de soldat et embarque assoiffé d'aventure et de richesses. Il part alors, lui et ses 187 hommes, dans l'ascension de la cordillère des Andes pour trouver un chef inca. Bon, alors, me demandez pas comment il fait, mais il le trouve, ce chef. Et là, comme on le faisait à l'époque, il lui balance la Bible à la gueule en lui demandant plus ou moins gentiment de se convertir. Le gars refuse et Pizarro l'enferme. Bon, désolé, c'est un peu brouillon, mais si je vous raconte cette histoire, c'est parce que là, il va se passer un truc hyper intéressant pour la suite de la vidéo et pour comprendre le mystère qu'on explore aujourd'hui. Le prisonnier inca est pas hyper content d'être enfermé, alors il promet à Pizarro une rançon fabuleuse contre sa liberté. Une pièce remplie d'or. Et entre nous, qui refuserait une pièce remplie d'or? En tout cas, certainement pas Pizarro, le mec est venu pour ça. Alors, pendant des mois, des sujets de l'Inca vont débarquer au campement des conquistadors avec des caravanes remplies de trésors. Et la pièce se remplit jusqu'au plafond. L'Inca, lui, qui en peut vraiment plus et qui veut sortir, accepte finalement de se faire baptiser, mais Pizarro décide de l'éliminer une fois sa salle remplie de richesses. L'or, c'est ça, un métal inoxydable qui ne change pas de couleur avec le temps, qui est malléable et qui peut même être travaillé à froid. Bref, ça, vous le connaissez. Ce que les gens savent moins en revanche, c'est que l'or est quasiment indestructible au sens chimique du terme. Ça veut dire que presque tout l'or extrait, récolté depuis que l'humain a jeté son dévolu sur ce métal, il existe encore aujourd'hui. Autre truc encore plus fou. Si nous aussi, on voulait cumuler tout l'or que l'humain a récolté depuis la nuit des temps, pour le mettre dans une seule pièce, ça tiendrait dans un petit hangar. Un cube de 23 mètres de côté. Moi perso, je trouve que c'est rien, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça, et finalement, c'est pour ça que la chasse à l'or est encore aujourd'hui d'actualité. L'or est rare et ne perd pas vraiment de valeur au cours du temps, bien au contraire. Alors maintenant, imaginez trouver une cité tout entière, une ville en or perdue quelque part dans la jungle, le vestige d'une civilisation passée, quelque part sous la canopée. Cherché depuis des siècles, personne n'a encore jamais mis la main sur une cité perdue. Alors personne certes, mais depuis les années 2000, la science vient rebattre les cartes de ce mystère et révéler les plus profonds secrets des forêts les plus luxuriantes de notre planète. Aujourd'hui, on va explorer la littérature scientifique pour partir à la recherche des mystérieuses cités d'or. Enchanté, je m'appelle Antoine, j'ai 26 ans, je suis doctorant à MIT et dans mes heures perdues, je fais de la vulgarisation scientifique sur YouTube. Si vous êtes là, c'est que j'imagine que ça vous plaît. Là, vous regardez une série qui est dédiée aux grands mystères de la pop culture, mais on a aussi une série où on suit des expéditions scientifiques sur le terrain, et puis une autre où on raconte l'histoire des grandes femmes de l'histoire des sciences. Depuis quelques mois, grâce à vous et grâce à mon équipe, on commence à faire pas mal de vues sur la chaîne, donc c'est trop bien. Mais en réalité, ce qui compte le plus pour nous, c'est de rassembler une belle communauté d'abonnés passionnés par la vulgarisation scientifique. Alors, on met beaucoup d'efforts pour vraiment, soigner notre communauté pour qu'elle corresponde bien à notre contenu. Donc, si vous rentrez pas dans cette cible-là, s'il vous plaît, ne vous abonnez pas. Mais si c'est le cas, peut-être que ça peut vous intéresser. Mais vraiment, vraiment, ne vous abonnez pas si c'est pas le cas, sinon ça met le bordel. Cette vidéo, elle est en collaboration avec Mammut AI. Mammut AI, c'est une plateforme qui réunit les grands modèles d'IA. Que tu veuilles écrire, chercher, analyser des documents, coder, générer des images ou des vidéos, t'as plus besoin de switcher entre les plateformes. Tout se passe au même endroit avec un seul abonnement à 10 € par mois. Ça colle super bien à la manière avec laquelle on travaille pour faire cette série parce que souvent, y a des articles où on comprend pas tout et l'intelligence artificielle nous aide vachement avec ça. J'aimerais bien vous dire qu'on sort toute notre tête, mais c'est pas le cas. Souvent, pour comparer des hypothèses ou trouver une info bien spécifique dans des montagnes de recherche, ce genre de modèle, c'est super utile. C'est précisément l'idée de Mammut AI, avoir une seule interface pour plusieurs gros modèles, comme Claude, GPT, Mistral, Gemini, Grok, DeepSeek, Perplexity, Flux, NanoBanana ou Recraft. Et ils sont tous dispo dans le même abonnement pour 10 € par mois. Concrètement, au lieu de dépendre d'un seul outil, tu peux cliquer sur Reprompt pour avoir la même réponse, mais apportée par un autre modèle. Les nouvelles versions des modèles sont mises à jour au fur et à mesure des sorties, donc pas besoin de te prendre la tête, pas besoin de changer d'interface, tout est à jour tout le temps. Tu peux carrément créer des mammouths personnalisés, c'est des espaces, des agents avec leur
leurs propres consignes. Par exemple, là, on a fait celui-ci qui est spécialisé pour diguer uniquement dans la littérature scientifique. Et bien sûr, vu que c'est un espace où on met tous nos documents de travail, on veut pas rigoler avec la confidentialité. Tous nos contenus ne sont pas utilisés pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle. Et on peut supprimer notre historique à tout moment. Mammut AI est basé à Paris et leurs serveurs sont en Allemagne. Donc si vous pensez qu'à vous aussi, ça peut vous faire gagner du temps dans votre travail, vos études ou vos projets personnels, n'hésitez pas, le lien est disponible dans la description. Bref, reprenons. Pour commencer, d'où est-ce qu'il sort exactement ce mythe des cités d'or? Notre histoire commence au 7e siècle en Espagne. Et au 7e siècle en Espagne, c'est la guerre. Les musulmans sont en train de conquérir le pays et la légende raconte que pour fuir l'invasion, 7 évêques décident d'embarquer vers l'ouest. Quand on part d'Espagne et qu'on va vers l'ouest, on accoste sur une terre inconnue à l'époque. On raconte que ces 7 évêques fondèrent 7 cités prospères, 7 cités où l'or abonde. Alors, ce récit, il traverse les âges et petit à petit, la légende tenace prend forme. On arrive 9 siècles plus tard, au 16e siècle, et l'Europe rêve encore de ce mythe. Elle rêve encore de cet or, et mieux encore, elle le trouve. Les conquistadors reviennent des premiers voyages de l'autre côté de l'Atlantique, les cales remplies de richesses, de trésors confisqués et d'histoires de temples où l'or foisonne. Alors, au fur et à mesure, les récits enflent, se mélangent, s'imitent, et à chaque retour de navire, une idée s'installe. Si on a déjà vu autant de richesses sur les côtes de l'Amérique, alors il doit bien exister quelque part à l'intérieur des terres un noyau de richesse absolue. Au milieu de ces récits, un mot se détache et revient, un nom qui va susciter l'espoir, qui sera à l'origine de quête, c'est le mot d'Eldorado. Alors, en fait, au départ, Eldorado, c'est un homme, c'est l'élu d'une tribu qui se démarque par un rituel bien spécifique. Le futur chef est couvert d'or et il s'immerge dans un lac pour s'en débarrasser pendant que tout son peuple nourrit les eaux en y jetant en offrande tout type d'objets précieux. Et en fait, une fois qu'il sort, il devient le décideur. Et donc, toutes ces richesses terminent dans ce lac. Donc, autant vous dire que nombreux sont ceux qui, après avoir entendu cette rumeur, se sont lancés à la recherche de ce lac fabuleux. Et comme pour les cités d'or, plus l'histoire se répète, plus elle passe d'un foyer à l'autre, et plus elle se met à briller. Si bien que l'Eldorado finit par se muter en une position géographique, un endroit où l'on trouverait toutes les richesses, une cité d'or perdue quelque part en Amérique. Si vous allez visiter le musée de l'or à Bogota, vous tomberez sur cette pièce, le radeau de Muisca. C'est une petite sculpture qui semble représenter ce fameux rituel d'intronisation. Le chef au milieu du radeau est entouré de rameurs. Quand il est découvert en 1969, Eldorado est toujours une obsession européenne, et cet objet vient renforcer ce mythe. Beaucoup voient cet objet comme une confirmation de l'existence du rituel, et donc des cités d'or. En fait, la découverte a eu vraiment un effet notable sur les recherches locales, relançant en quelque sorte les recherches des cités d'or. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les cités d'or ont peut-être quitté les cartes marines, mais le mythe est plus que jamais ancré dans nos imaginaires collectifs. Dans Uncharted, je sais pas si vous avez joué, mais Nathan Drake cherche Eldorado. Dans One Piece, les cités d'or ont inspiré la cité de Shandora. Et puis évidemment, il y a les mystérieuses cités d'or. Putain, j'adorais ce truc-là. On sait que c'est un mélange de plusieurs légendes nées à différentes époques, mais finalement, elles racontent toutes à peu près la même obsession, celle d'une richesse impensable cachée par la végétation à l'intérieur du continent. Alors, est-ce que ce n'est qu'une légende ou est-ce que la cité d'or n'a simplement pas encore été découverte ? En fait, pendant longtemps, on imaginait que les forêts tropicales étaient incapables de soutenir des sociétés complexes à grande échelle. Ou en tout cas, on sous-estimait fortement la densité des populations qui pourraient y vivre. En gros, on pensait que ces espaces étaient trop hostiles pour accueillir un urbanisme important. Et pour trouver cette cité perdue, il faut bien commencer par la chercher. Mais est-ce que t'as déjà essayé de chercher quelque chose au milieu d'une forêt luxuriante ? Que ce soit dans Indiana Jones, One Piece, Uncharted ou les mystérieuses cités d'or, à chaque fois qu'on cherche Eldorado, on le fait en pleine jungle. Faut bien se rendre compte que jusqu'au début des années 2000, faire de l'archéologie dans la jungle, c'est littéralement dessiner une carte à la machette. Je dis jusqu'au début des années 2000 parce que l'évolution technologique nous réserve une belle surprise, mais d'abord, laissez-moi vous présenter la galère que c'était. Vous êtes un archéologue dans les années 50. Vous découvrez ce qui ressemble à peut-être une maison au milieu de la forêt. Et votre méthode de recherche n'est pas si éloignée de celle des conquistadors qui cherchaient des cités d'or des siècles plus tôt. Vous tracez ce qu'on appelle des breccias, des couloirs taillés à la machette.
machette dans la végétation. Vous en faites à peu près tous les 50 mètres pour faire comme un maillage de la zone de prospection, et en gros, le long de ces bréchards, vous croisez les doigts pour repérer d'éventuelles structures. Et puis ensuite, vous faites des balayages un peu au hasard à l'intérieur de ces bréchards, là où vous le sentez. Autant dire que la végétation peut vous faire rater pas mal de choses. Prenons l'exemple de caracol. Caracol, ça veut dire escargot en espagnol. Donc, bienvenue à Caracol. Caracol, c'est l'une de ces cités mayas plantées au beau milieu de la forêt tropicale de Chiquiboul, qui aujourd'hui serait le nord du Belize. Au milieu de ces ruines morcelées par les cèdres et les palmiers, évoluent des jaguars, des pumas, des tapirs. Au loin, on entend même les cris déchirants des singes hurleurs. Si on lève les yeux, on peut même avoir la chance d'apercevoir d'iconiques haras rouges. Quand je vous dis une cité, en fait, ce serait plutôt un hôtel, enfin un genre de palais. En fait, on sait pas trop ce qu'est Caracol. On est en 1936 et un bûcheron tombe sur une pierre taillée au beau milieu de la végétation. Il alerte les autorités et à partir de là, les fouilles se succèdent sur le site. Est-ce qu'on a enfin trouvé Eldorado? Plus on avance dans les recherches et plus on se dit « Ok, ils s'en sont passés des choses ici ». Le site archéologique révèle des nouveaux espaces au fil des recherches. Plus on avance et plus on réalise que Caracol, c'est pas juste un temple, pas juste un village, c'est une méga cité. Quand on réalise ça, on est 50 ans après la découverte de Caracol. Et l'équipe sur place décide alors de cartographier toute la ville, les temples du centre, mais aussi toutes les maisons, toutes les habitations aux alentours, jusqu'au moindre muret. Sauf qu'avec tout ce couvert végétal, on voit pas à 10 mètres, et chaque carré est recouvert d'une dense végétation. Ça rend l'investigation méga complexe, mais d'un autre côté, ce qui est fou, c'est qu'on a les vestiges d'une ville entière. C'est fou d'avoir ça tel quel. Là où la plupart des villes anciennes ont continué d'être habitées, les nouvelles habitations remplaçant les anciennes, Caracol, c'est une carte postale du passé. Tout a été laissé tel quel. De ces années de recherche, il en ressort cette carte, The Settlement Survey of Tikal. En fait, même si on a trouvé Caracol, pendant des siècles, la forêt a gagné. Elle a gagné cette partie de cache-cache à si bien dissimuler les vestiges de civilisation disparues. Mais ça, c'était jusqu'à ce qu'une révolution technologique vienne bouleverser les règles du jeu. Ok, et si la découverte des cités d'or tenait dans ma poche? Ok, on quitte la jungle, retour au studio. Ce que j'ai ici, c'est mon téléphone, et ce petit point noir là, il y a les 3 appareils photo, mais il y a un petit point noir, c'est un capteur qu'on appelle un capteur LiDAR. LiDAR, c'est pour Light Detection and Ranging, ce qui signifie détection et télémétrie par lumière. C'est grâce à lui que l'application pour mesurer, là vous savez le truc sur l'iPhone, ça fonctionne. Je peux scanner toute une pièce pour en faire un modèle 3D, ou prendre une mesure random dans ma chambre, et puis ça permet aussi de faire le focus de l'appareil photo quand il y a peu de lumière. Alors, comment ça marche? En gros, mon téléphone envoie un nuage de points laser en lumière infrarouge, c'est pour ça qu'on les voit pas, et cette lumière, elle rebondit sur ce que je pointe avec mon téléphone. Et en fait, ton téléphone calcule le temps que la lumière met pour revenir jusqu'à lui, et donc ça permet d'en déduire la mesure entre l'objet et ton téléphone. Et à partir de toutes ces mesures, on fait des calculs compliqués, et on peut construire des cartes en 3D. En fait, dès l'invention de cette technologie, en 1961, on se rend vite compte de son potentiel cartographique. Et 10 ans plus tard, elle se fait connaître notamment en cartographiant la Lune. Rien que ça. Avec les années, la technologie a évolué et les radars actuels feraient vraiment pâlir ceux qui ont cartographié la Lune. Et là, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de son téléphone alors qu'à la base, on était en train de chercher les cités d'or à l'autre bout de la Terre? Et ben si je vous parle de ça, c'est parce que des chercheurs ont eu l'idée de prendre un gros radar comme celui-ci, de le mettre sur un avion et de survoler Caracol. Ok, donc notre avion est équipé et il survole la zone à environ 800 mètres du sol. En zigzag, il multiplie des passages pour découvrir ce qui se cache sous la canopée. En fait, comme sur mon téléphone, le laser ne peut pas voir à travers les feuilles à proprement parler. Mais en fait, l'avion asperge littéralement la forêt de milliers de rayons laser. 100 000 impulsions par seconde pour presque 200 km² couverts. Alors, même si à peine 2% des signaux émis reviennent effectivement au capteur, ça reste assez pour que les survivants nous donnent une donnée exploitable. Et finalement, ce qu'on cherche ici, c'est seulement quelques-uns de ces rayons, quelques-uns de ces photons qui ont réussi à traverser les feuilles, comme les rayons du soleil quand on se balade en forêt. En fait, voilà, le lidar ne voit pas magiquement à travers les feuilles, mais il profite des interstices. Vu comment l'avion asperge la forêt de photons, statistiquement, la majorité vont frapper la canopée, ok, prévisible, mais une autre va descendre un peu plus bas, et quelques-uns atteindront même le relief. Regardez, ici, en coupe, on voit la forêt. Cette masse colorée au-dessus du terrain. Et juste en dessous, les bosses nettes des monticules, c'est ce qui se trouve sous cette coupe. C'est la forêt, mais sans les arbres. Sur cette figure, on comprend bien que le même nuage de points enregistre à la fois la peau de la forêt, mais aussi ce qu'elle cache.
Alors si on regarde étape par étape, ça donne ça. Ça c'est une image satellite de la canopée, c'est vert quoi. Et ici à gauche c'est déjà plus intéressant. On a modélisé la canopée avec un passage au lidar. Donc ici on peut connaître exactement la hauteur de chacun de ces arbres. Et puis juste en dessous, on a la carte du relevé des sols. Cette fois-ci, on voit ce qui se passe sous les arbres, mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est incomplet. Et enfin, voici l'image du lidar au sol. C'est la même technique que juste au-dessus, mais on a soustrait la végétation. Avec le lidar comme soleil artificiel, on multiplie les passages pour avoir un maximum de points qui frappent le sol. Et voilà ce qu'on obtient après des heures passées dans cet avion. Une cartographie 3D de la zone, et grâce à un algo, on peut enlever tout le couvert végétal. On peut digitalement raser la forêt. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie quand même? Est-ce que je suis juste un gros nerd tout seul à trouver ça incroyable, ou est-ce que vous trouvez ça cool aussi? Au premier regard, l'image semble difficile à comprendre, morcelée avec ses teintes bleues, grises et vertes. Tout droit sortie de l'ordinateur d'un scientifique, elle modélise un paysage en 3 dimensions que l'on regarderait vu d'en haut. Sur le plus haut plateau, des formes géométriques régulières tranchent avec le reste du paysage escarpé. Elles sont la trace de l'homme. Ces ensembles carrés et rectangulaires indiquent l'emplacement d'anciennes habitations, vieilles de plus de 2500 ans. Elles sont reliées entre elles par des routes, tracées en ligne droite tout le long du plateau. Ces routes rejoignent d'autres zones d'habitation, reliant un ensemble de villages millénaires. Des années, des siècles à inspecter la forêt mètre par mètre carré, à mettre à jour, à défricher des espaces naturels entiers pour une pierre, et là, tout ça, c'est remplacé par un clic. Pour les archéologues, ça a vraiment été un moment eureka. Vous savez, c'est cet effet quand on réalise qu'on est témoin d'un événement qui vient de changer toute une discipline. On est vraiment aux premières loges d'un changement majeur pour l'archéologie. Et c'est exactement ce que se sont dit les auteurs de ce papier. Alors, le lidar ne remplace pas la fouille pour autant. Il permet plutôt de savoir où regarder, plutôt que d'avancer à l'aveugle en croisant les doigts. On est en 2011, et ce papier nous apprend que les Mayas ne vivaient pas seulement dans le centre des villes. La forêt a été vaincue sans qu'on touche à une seule de ses feuilles. Et ce qui s'est passé à Caracol, ce n'est que le début. La technologie révolutionne la discipline. Tous les archéologues qui bossent en milieux tropicaux ont vraiment envie de tester cet outil pour voir qu'est-ce que ça donnerait sur les lieux auxquels ils ont consacré toute leur vie. Eiko Prumers fait partie de ces scientifiques. Il a dédié sa vie à essayer de chercher une civilisation perdue en Amazonie. S'il y a des gens sur Terre qui sont à même de trouver des cités d'or, c'est bien des gens comme lui. Avant la révolution du lidar, ces expéditions étaient pour la plupart incomprises par ses collègues. La végétation est trop dense et en gros il n'y a rien à trouver. Mais honnêtement, ces résultats sont pas tout à fait convaincants. Alors comment savoir si Eiko a raison de s'accrocher? Est-ce qu'il est vraiment en train d'étudier les vestiges d'une ancienne civilisation? La réponse, vous la connaissez, elle tient en 5 lettres. Rebelote, cette fois-ci, le lidar sera monté sur un hélicoptère. La zone d'étude est survolée et depuis l'hélicoptère, l'équipe de recherche ne voit que la canopée, des arbres à perte de vue. On récupère les datas, on supprime numériquement la végétation et... Personne, pas même Eiko, ne s'attendait à découvrir ça. Comme à Caracol, cette prise de hauteur confirme qu'une fois de plus, on avait massivement sous-estimé l'urbanisme. Mais alors, massivement. Et 10 ans plus tard, paraît dans Nature ce paper, Pre-Hispanic Low Density Urbanism in the Bolivian Amazon, ou en français, Urbanisme préhispanique de faible densité dans l'Amazonie bolivienne. Sur la première figure, on voit les zones survolées au milieu des sites archéologiques déjà référencés. On est dans une zone de l'Amazonie qu'on n'a pas vraiment considérée jusqu'ici, et on se dit qu'elle représente pas nécessairement un grand intérêt archéologique. Et malgré ça, on se refuse pas un petit survol de la zone en lidar, et c'est complètement inespéré. Des centaines de nouveaux sites sont découverts. En un vol, une nouvelle civilisation est découverte, une nouvelle culture prête à être étudiée. Sur la deuxième figure, on voit des plateformes rectangulaires, des pyramides coniques, des digues défensives, des canaux, des réservoirs, des axes routiers. Depuis l'arrivée du lidar, l'archéologique est en mutation si rapide que tout ce qu'on pensait de l'histoire de l'Amazonie est complètement repensé. En fait, ce qui est le plus impressionnant dans ces découvertes, c'est pas vraiment les pyramides ou les temples, ce sont les structures que l'on pourrait considérer comme les plus ordinaires. Les chaussées, les aménagements hydrauliques, l'organisation spatiale, la logique territoriale. Vu comment la ville s'organise en réseau routier, et puis ses réservoirs, et puis ses zones agricoles, c'est vraiment une civilisation. Et finalement, on découvre que les peuples amazoniens étaient sédentaires.
ils pratiquaient l'agriculture. En survolant ces sites, on peut découvrir tout ça et c'est incroyable, mais qui étaient ces gens? Ben, pour ça, tout reste à découvrir. On vient à peine de désensevelir le vestige de leur civilisation. Ça fait des siècles qu'on cherche les cités d'or à la machette, et au fil des années, cette quête n'a pas vraiment disparu. Disons qu'elle a muté. Aujourd'hui, le lidar nous permet de désensevelir des trésors autrement plus beaux. Des secrets qu'hier encore, les archéologues du monde entier ignoraient. Des villes, des espaces agricoles, des histoires. Alors non, peut-être qu'on n'a pas encore trouvé des cités entièrement faites d'or, mais on a peut-être trouvé encore mieux. Là où les conquistadors ont cherché du métal, nous, on découvre des civilisations perdues. L'histoire de peuples oubliés, des cultures ensevelies au milieu des branches. Tout à l'heure, je vous disais que ce mystère racontait une obsession, celle d'une richesse impensable, cachée par la végétation à l'intérieur d'un continent. Et finalement, je trouve que c'est exactement ce que le lidar nous a permis de découvrir. Alors, à côté de cette question de l'Eldorado, on peut s'en poser une autre. Combien de ces mondes perdus nous reste-t-il à découvrir? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et à nouveau, si vous pensez que ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner.